Média. C'est quoi votre truc? C'est quoi votre truc vous emmène ce matin du côté de Châtel-Saint-Denis et on va parler d'une alliance audacieuse du 7e art et de la gastronomie qui s'invite donc à Châtel-Saint-Denis avec une proposition originale, savourer une délicieuse fondue au café Le Tivoli avant de plonger dans l'expérience cinématographique dans un confortable siège du cinéma Sirius. Fromage et cinéma font donc bon ménage à Châtel-Saint-Denis les vendredis et les samedis avec vos places pour aller voir le film à 20h30, précédé justement donc d'une bonne fondue dans le restaurant Le Tivoli. Et les dimanches, c'est le contraire. Ça débute par le film et puis après le film, vous pouvez aller parler du film par exemple et déguster une bonne fondue au Tivoli. Et pour nous en dire un peu plus, pour nous expliquer un peu le concept, nous avons invité ce matin Damien Colliard qui nous en dit plus sur cette expérience unique et cette superbe idée. Bonjour. Bonjour. J'ai pas dit de bêtises. Non, c'est tout juste. À part que c'est lundi matin et que je suis un peu fatigué. Merci Damien Colliard en tous les cas d'être venu nous parler de cette belle idée qui allie gastronomie, fromage et cinéma. Et finalement, ça va bien ensemble. Ça va bien ensemble. En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ça, c'est une belle idée. Alors, vous me disiez hors antenne que c'est un concept qui a été qui a déjà quelques années et qui a été proposé, conceptualisé par des jeunes bénévoles, hein, c'est ça? Oui, les jeunes bénévoles qui gèrent le cinéma. Donc, le cinéma Sirius, c'est un des derniers cinémas indépendants de la Suisse romande. Et puis, afin de développer un peu leur attractivité, ils nous ont contactés pour pouvoir organiser ce forfait cinéma fondu. Ouais. Et ça vous a tout de suite parlé? Ça nous a parlé, effectivement. Et ça amène du monde et au Café Tivoli et au cinéma Sirius. Voilà. Et le hasard fait bien les choses. Tivoli, si on le met à l'envers, c'est I love it. Exactement. Hein, donc on adore ça, forcément, et c'est très bien, c'est une belle idée et ça fonctionne bien. Ce café Tivoli, il est mythique à Châtel-Saint-Denis. Il y a quelque chose de particulier, une ambiance qui est particulière, la décoration est particulière. Je vous laisse nous en parler, nous faire envie. Oui, alors vous connaissez un peu apparemment. Effectivement, le café Tivoli, c'est 5 générations de la même famille. Actuellement, donc, je tiens le restaurant avec ma sœur. Et puis, ça fait maintenant plus de 80 ans qu'on fait la fondue, qu'on est connu pour la fondue fribourgeoise, soit la presque moitié-moitié, soit la fondue totalement vacherin, dans une ambiance particulière, parce que tout le restaurant au rez-de-chaussée est décoré de sculptures en bois. D'accord. Et ça donne aussi une touch particulière à cette expérience que vous proposez de partager avec la personne de votre choix, avec vos amis, en famille, pourquoi pas. Et ça, c'est un bon moyen de réinviter les gens à aller au cinéma, finalement. Vous aimez le cinéma, vous, personnellement? J'adore, oui, exactement. Et puis, alors, à 5 minutes du restaurant, il y a ce cinéma Sirius, qui est une vieille salle qui a été totalement rénovée par la commune. Donc, le bâtiment appartient à la commune de Châtel-Saint-Denis. Et donc, les sièges sont super confortables. Et puis, l'installation numérique est, on va dire, de dernier cri. Donc, les jeunes qui s'occupent de gérer le cinéma offrent aussi une programmation d'actualité. Bon, c'est marrant parce que le cinéma, souvent, on l'apparente au pop-corn. Là, vous proposez du fromage, c'est quand même différent. Par contre, on ne mange pas la fondue dans le cinéma. C'est important. Alors, comment ça se passe? Il faut réserver à l'avance, il faut aller sur un site internet. Comment faut-il procéder si on veut vivre cette expérience originale, à la fois cinéma et à la fois fondue? C'est très facile, en fait. C'est soit vous venez d'abord au Café Tivoli et vous commandez votre forfait ciné fondu, ou soit vous allez d'abord au cinéma et vous commandez également votre forfait ciné fondu, et ensuite on vous donne le deuxième ticket pour aller dans l'autre établissement ou au cinéma. Donc c'est très facile. C'est très facile, c'est une super idée. Et c'est pas ouvert qu'aux gens de Châtel-Saint-Denis, c'est ouvert à tout le monde en fait? Non, on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur de Châtel-Saint-Denis, aussi qui aiment venir dans des plus petits cinémas. Et puis, en tout cas, on a régulièrement des gens qui viennent de la Riviera pour voir les derniers films et surtout pour manger une fondue aussi. Voilà. Ce week-end, si jamais vous avez loupé ce film, je vous ai mis l'extrait, vous allez pouvoir notamment apprécier la projection du film Voyage au pôle Sud. Alors c'est bien parce que vous allez vous réchauffer en mangeant la petite fondue et ça va vous rafraîchir juste après pour aller voir le film. Ça va être plutôt pas mal. C'est notamment un des films qui est présenté au cinéma Sirius. Et puis il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus.
Vous les donnez l'adresse? Alors, c'est le cinémasirius.ch. Donc là, vous avez toute la programmation. Tous les week-ends, il y a plusieurs films qui passent. Donc, effectivement, celui que vous voyez actuellement. Mais le week-end prochain, il y aura également Ferrari. Avec Adam Schreiber. Et puis... J'ai pas tout mis, hein. J'ai mis quelques extraits. La programmation pour la prochaine. C'est à 6h du matin, je dis on y va tranquille. Hein. Et puis une équipe de rêve également. Donc il y a plusieurs films sur le week-end. Donc à vous d'aller voir sur leur site si vous préférez aller à 18h, à 20h, le samedi et le dimanche. La programmation est très diversifiée. Vous, Damien Colère, vous êtes un cinéphile? Oui. Ouais, c'est bien. Oui, j'adore. C'est quoi le dernier film que vous avez vu? Je vous piège. Hein. Non, c'est Bernadette. Ah oui, bah voilà. Bien, pas bien? Bernadette, très drôle, oui. Très drôle, bon, très bien. En tout cas, merci d'être venu ce matin nous faire envie de déguster à la fois une bonne fondue, parce que ça c'est important, parce que vous savez la faire, hein. Ça fait 80 ans que vous la faites, ça c'est important. Exactement, oui. Et puis, évidemment, aller passer un bon moment au cinéma, et finalement les deux vont bien ensemble, et c'est plutôt original, ça se passe du côté de Châtel-Saint-Denis. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous. On vous souhaite plein succès, bravo pour cette belle idée, et on vous souhaite aussi une belle année 2024, parce qu'il est encore temps de se souhaiter. Et on se dit à très bientôt sur AM et sur Canal+. Merci à vous aussi, bonne année et à bientôt. Merci. Vive le cinéma et la fondue. À très bientôt. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, je reçois un fromager, que dis-je? Le fromager valaisan, qui est devenu à 68 ans une vraie sensation des réseaux sociaux. Partageons sur TikTok et YouTube sa passion pour l'affinage des fromages dans une cave bicentenaire à Lettron, en Valais. Avec ses millions d'abonnés, il est devenu affineur-influenceur et publie son premier livre axé sur le monde du fromage. Malgré son succès, il reste engagé dans la lutte contre le fromage industriel, critiquant son manque de saveur et de qualité et encourageant bien sûr les gens à privilégier des produits laitiers plus authentiques. Face à cette notoriété, il envisage même de passer le flambeau à son fils pour se concentrer davantage sur son rôle d'influenceur. Je reçois ce matin, je suis très content de recevoir sur le plateau Claude Luisier. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci. C'est tôt pour moi, mais ça va bien. C'est vrai, un fromager, ça se lève à quelle heure d'habitude? Les fromagers très tôt, mais à mon âge plus très tôt. En tout cas, bonjour, merci d'être là avec nous et bonjour, bienvenue. Dis donc, qu'est-ce que ça vous fait de vivre ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? On vous voit partout, vous êtes devenu la star du fromage, hein. Vous êtes monsieur fromage, on peut le dire. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, c'est impressionnant. Hein. C'est vrai? C'est impressionnant la rapidité avec laquelle c'est développé. Ouais. Et puis, arriver à la retraite et puis avoir cette notoriété, c'est impressionnant, mais c'est un plaisir parce que c'est un bon moyen de communication. Bien sûr, c'est une fierté aussi, évidemment. Oui, hein. évidemment. Ouais, parce que vous avez travaillé toute votre vie et puis là, vous avez la possibilité d'exposer un peu votre savoir et de présenter les bonnes choses, parce que ça, c'est un combat que vous menez. Les bons produits, les vrais produits laitiers, ceux de la région, et ça, c'est important, hein. Oui, parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, on a un patrimoine à sauvegarder. Et le fromage, c'est pas seulement un produit, c'est toute une histoire. Ouais. Et si on peut conserver cette histoire, si on peut conserver ces recettes de fabrication, j'aurais gagné. Ouais. Mais c'est bien parti pour, hein, en tous les cas. Oui. Et vous en parlez tellement bien. Alors, ce succès, parce que là, c'est ces nouvelles technologies qui sont arrivées, qui vous ont propulsé. Hein, on le dit, vous êtes devenu un influenceur du fromage. Hein. Comment tout ça est arrivé finalement? C'est presque un peu par hasard. Hein. Oui, c'est par hasard, parce qu'avec mon épouse, on avait quelques abonnés sur Instagram. On avait déjà saisi ce moyen de communication. Imaginez qu'autrefois, quand on voulait communiquer, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des flyers, on faisait des tout-ménages, on mettait sur les voitures et tout ça. Ça a évolué, et déjà avec mon épouse, on était sensible aux réseaux sociaux, on avait commencé. Et c'est notre fils qui rentre dans l'entreprise et puis qui finalement a bâti un peu le personnage en disant « Papa, t'as une gueule, t'as une voix, il faut qu'on le mette en avant. » Et puis ça a été très rapide. Ouais. Et tout a démarré comme ça. Et comment vous expliquez cet engouement autour finalement de quelque chose de simple, mais c'est pas au péjoratif, mais juste un simple bonheur culinaire de manger du fromage? Comment vous expliquez tout d'un coup cet intérêt du grand public, finalement, l'amour des belles choses, des bonnes choses?
c'est pas évident d'expliquer pourquoi, parce que la clientèle des réseaux sociaux, même si aujourd'hui elle est un petit peu plus âgée, c'est quand même une clientèle de jeunes. Ouais. Alors, de voir tout d'un coup des jeunes qui s'intéressent aux bons produits, je dis, mais c'est pas possible. On dit que la jeunesse maintenant mange plus que de l'industriel et tout ça. Et je me dis, mais comment ça se fait? Alors, mais là, j'ai dit, c'est magnifique de nouveau. Parce que si les jeunes s'intéressent aux bons produits, on a gagné à nouveau. Après, quand un petit jeune de 10 ans me rencontre dans la rue, puis dit, je vous suis et tout ça, je dis, ça doit être le grand-papa qui raconte des histoires, c'est l'ID News. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, ça vous fait plaisir, mais ça vous rassure aussi un petit peu, évidemment. Oui, parce que alors, je suis persuadé qu'on est tout bon avec ça. Ouais. Ça, c'est dire, parce que c'est... Ouais. Et ça va même plus loin aujourd'hui. Parfois, j'ai des commentaires où les gamins me disent « J'ai fait découvrir vos fromages à mes parents ». Ça, c'est génial. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers, effectivement. Et c'est le bon côté, finalement, des réseaux sociaux. Alors, il y a les réseaux sociaux, mais vous avez aussi sorti, récemment, comme je le disais en intro, un bouquin. Donc là, c'est une saga qui se déclenche, véritablement. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Et qu'est-ce que vous avez... parce que je viens de l'avoir. Je savais que vous l'aviez fait, mais je n'avais pas eu l'occasion de feuilleter. Ce sont mes 60 coups de cœur fromagers, essentiellement fermiers. Quand on dit fermier, c'est produit à la ferme. Donc, on a peut-être des irrégularités dans le fromage, mais le fromager connaît son lait et tout ça, et c'est ça qui fait la différence. Après, il y a une quarantaine de recettes, des miennes, puisque j'ai quand même fait de l'hôtellerie, de la restauration. Et puis le reste, c'est des recettes données par mes amis restaurateurs avec qui je travaille. Après, il y a quelques pages aussi à thème, puisque vous avez parlé de fondue tout à l'heure. Mon thème, c'est la fondue, elle est fribourgeoise ou elle est valaisanne? Et là, c'est la guerre. C'est la guerre. Ou la raclette, elle est savoyarde ou elle est française ou elle est suisse? Alors, pour la raclette, c'est facile parce que La bonne réponse, c'est quoi? Je dis elle est française parce que avant 1815, on était savoyard. D'accord, très bien, ok. Mais sinon, l'origine de la raclette, c'est le Valais. C'est le Valais. L'origine, c'est le Valais. Effectivement. On sent quand même. Il y a un peu de chauvinisme, un petit peu, mais il faut raconter l'histoire, la vraie histoire. Et alors, la fondue, c'est plutôt fribourgeois, alors. Exactement. On est d'accord. Oui. Non, il n'y a pas à discuter là-dessus. Très bien. Est-ce que le fromage, c'est votre ami pour la vie? Oui. Oui, parce que c'est notre pain quotidien. On mange du fromage tous les jours. Et du bon. Et du bon, On va parler après vous allez surtout nous expliquer, avant qu'on fasse une petite pause, c'est quoi en fait un bon fromage? Très brièvement. C'est un fromage qui est fait, on va dire, dans les règles de l'art déjà, peut-être, pour commencer. Mais comment on reconnaît un bon fromage, M. Luisier? C'est tout simple déjà de fabriquer un fromage. C'est du lait, on met de la présure pour faire coaguler. Et après, on va prendre toute cette masse, la mettre sous presse, et le sel, et ça part en cave. Mais pour faire un bon fromage, c'est terriblement délicat. Et un bon fromage, pour moi, je privilégie toujours le fromage au lait cru. Pourquoi? Parce qu'il y a un développement de saveur au moment où l'avalez. Si vous avez un fromage qui est pasteurisé, vous aurez un seul goût. Dès que vous dégustez un fromage, puis il y a des tas de goûts qui ressortent, vous savez que vous avez un bon fromage. Voilà, c'est ça la règle. Oui, exactement. J'ai vu sur une de vos vidéos sur YouTube que vous nous expliquez aussi comment choisir c'est une idée, parce qu'il y en a plein de vidéos, mais choisir un bon fromage pour faire la raclette. Parce que ça, c'est tout un art. Il y a tout un processus pour choisir la bonne meule avant de la mettre au chaud pour qu'elle soit bien, qu'elle ait le bon goût, que le fromage soit sublimé, évidemment. Il y a des petites règles comme ça qu'il faut respecter, notamment bien gratter le fromage avant, enlever cette espèce de la morge, je crois. Ça s'appelle la morge, exactement. Bon, déjà, j'ai suivi. C'est pas mal. Déjà, le fromage raclette est peut-être le fromage le plus difficile à fabriquer. C'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'on veut une raclette? On veut pas qu'il y ait de l'huile. On veut pas qu'elle soit gommeuse. Il faut que ce soit vraiment crémeux. Et pour ça, il y a tout un processus. La recette, elle est simple, mais il y a un coup de main
qui est terrible. Et puis, chaque fromager le fera un peu différemment, mais c'est ça qu'on veut. Alors après, quand vous allez l'acheter, il faut qu'il y ait cette jolie morge autour, cette jolie couleur. À moins que le fromage ait été démorgé, c'est-à-dire raclé. On le trouve des fois sous vide comme ça, mais si vous avez un fromage en face de vous pour la raclette, il faut qu'il y ait cette jolie couleur. Après, pour moi, le choix de fromage, je le fais avec mon pouce. C'est que le pouce que j'appuie sur la meule et je peux dire, ce fromage-là, il ira très bien pour faire la raclette. Pourquoi ? Parce que c'est une habitude depuis maintenant plus de 50 ans où tous les jours, avec du fromage, quand j'étais restaurateur, je faisais la raclette. Et je connais le fromage, finalement, depuis le lait de la vache jusqu'à l'assiette du client. Donc, ça m'a permis de devenir un peu connaisseur dans le choix du fromage à raclette. D'accord. Et il y a des périodes de l'année où c'est mieux que d'autres, non ? Quand le lait ou la vache, le lait de la vache vient d'une période été, c'est mieux, c'est ça ? Mais c'est terrible, vous avez vraiment bien suivi mes vidéos, parce que là, vous devenez vraiment un connaisseur des fromages. Mais c'est juste ce que je dis ou pas ? Mais vous avez raison, le meilleur fromage à raclette, c'est le fromage d'alpage. Voilà. Vous imaginez, vous êtes à 2000 mètres d'altitude, vous avez un herbage très très fin, vous faites un fromage magnifique, et quand les vaches vont en alpage chez nous, au mois de début juin, vous allez dans l'alpage, c'est couvert d'andelions. Il y a un peu plus d'amertume dans le fromage. C'est ça. Et puis au cœur de l'été, tout en haut, le fromage sera très très fin et le top du fromage à raclette par exemple. Mais idem pour les gruyères, les lativas, des choses comme ça, dès qu'ils sont fabriqués en altitude. Ça change tout. Ça change tout. Et en plus, ils sont riches en oméga 3. En plus. C'est impressionnant. Le même fromage fabriqué en plaine ou fabriqué en altitude, et plus l'altitude sera élevée, plus il y aura d'oméga 3. Donc, vous pouvez abuser. C'est génial, c'est fantastique. Vous devriez aller... et ça serait, pourquoi pas, intéressant d'aller dans les écoles, expliquer ce que vous venez de dire là, parce que ça, c'est hyper intéressant. Vous savez quoi ? Vous écoutez parler comme ça, je comprends pourquoi ça cartonne sur les réseaux sociaux. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Claude Luisier, le fromager valaisan qui suscite l'engouement sur les réseaux sociaux. En tant qu'affineur, influenceur, il exprime son désir de se consacrer entièrement à son rôle d'influenceur dans ses prochaines étapes de sa carrière. Ça va vous occuper pour la retraite, M. Luisier, c'est ça un petit peu ? Oui, continue à communiquer les meilleurs produits et puis surtout aller à la recherche des meilleurs produits à travers la Suisse, à travers l'Europe. Joli job pour la retraite. Effectivement. Oui. Donc ça reste une passion qui va vous accompagner et que vous allez vouloir partager. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, il y a plusieurs régions en Suisse. Chaque région a son fromage, chaque région a ses spécialités. Et ça, c'est évidemment pour vous intéressant. Oui. La Suisse est très riche en fromage. Ouais. Ce qui nous manquerait peut-être un petit peu en Suisse, c'est le fromage pâte molle. Ouais. On a beaucoup de pâtes mi-dures, mais bien différents dans chaque canton, et il y a encore des choses à découvrir. Ouais. Que ce soit lait de vache ou lait de chèvre, ou lait de brebis, qu'est-ce qui est le mieux selon vous ? Moi, j'adore le brebis, j'adore le chèvre. Ouais. On n'en a pas assez en Suisse. Ouais. Pas assez. Non, là, il y a un potentiel de développement qui est énorme. Ouais. C'est peut-être une piste à explorer. Oui, pour les jeunes. Oui. Et aujourd'hui, vous menez un combat, j'ai envie de dire, c'est une sorte de combat sur tous les produits industriels, sur le fromage. Donner un exemple, vache qui rit, par exemple, elle vous fait pas rire, la vache qui rit. Non, parce que ça n'a pas de texture, ça n'a pas de goût. Ça, c'est l'extrême, celui-là. Mais après, on a aussi des fromages industriels qui ne me plaisent pas. Pourquoi ? Parce que quand vous promenez un fromage industriel qui a été pasteurisé, mais vous allez faire un camembert pasteurisé, par exemple, il aura le goût de camembert. C'est bon, goût de camembert. Et c'est comme ça que j'arrive à les reconnaître. Quand j'ai qu'un seul goût, je dis ça a été pasteurisé. Quand j'ai un camembert de Normandie à AOP, lait cru, au moment où je l'avale, j'ai tas de saveurs différentes qui vont éclater. Et là, je dis, j'ai trouvé le bon produit. Ça, c'est le bonheur. Oui. Mais ça se travaille finalement, le palais. C'est ça, c'est qu'il y a tout un travail de rééducation chez les gens, et notamment chez les jeunes, pour qu'ils apprennent à découvrir les bonnes choses, finalement. Ça s'est un peu perdu, ou ça revient, justement ?
Au vu des commentaires sur mes réseaux sociaux, je dis on n'a pas tout perdu, puisque ce sont des jeunes qui... Et quand je publie une vidéo et puis qu'il y a plusieurs millions de vues, et que ce sont des jeunes qui ont vu ça, qui me font un commentaire, c'est magnifique, je connaissais pas ça sur les fromages, j'ai envie d'en apprendre plus, je l'ai montré à mes parents et tout. Je dis c'est bon, on est du bon côté de la route, hein. Tout va bien, ça fait plaisir. Alors, il y a votre livre, et puis vous êtes venu également avec des fromages ce matin. Je vais vous laisser un petit peu nous expliquer ce que vous nous avez apporté sur le plateau. Faites-nous une démonstration, expliquez-nous un petit peu. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on a besoin d'avoir un peu l'eau à la bouche. Alors, je me suis dit à 7h du matin, on ne va pas prendre un Roquefort, on ne va pas prendre un Schlafziger, on va essayer de prendre des fromages du petit déjeuner. C'est des fromages qui n'ont pas trop de caractère, qui ont de la finesse et qui en redemandent un peu. Vous savez que c'est devenu un petit peu, depuis quelques mois maintenant, sans arrêt, j'entends des émissions où on dit au petit déjeuner, il faut manger salé. Oui. Il faut éviter le côté sucré pour pas que le pic de glycémie monte trop vite ou des choses comme ça. C'est technique. Alors je me suis dit, au petit déjeuner, allons-y avec du fromage, hein, mais il ne faut pas qu'il arrache. Alors ce que je vous ai sorti un petit peu, là j'ai une tome ovalaisane, là on a dans le Penicillium camemberti, donc c'est tout léger en goût. En restant dans le camemberti, on part en France, on est près de Paris avec le Bria-Savarin. Ça c'est un fromage triple crème. Donc ça va bien, bonne portion au petit déjeuner pour la journée où vous êtes bon. C'est très bien, ouais. On revient au Valais avec celui-ci. C'est un jeune fromage à raclette. N'oubliez pas que le fromage à raclette, on peut le manger à la main. Hein. Bien sûr. Et il faut vraiment que de plus en plus les gens se mettent dans la tête. Le fromage à raclette se mange aussi à la main et s'apprécie aussi à la main. Tout à fait. Donc, le bon, hein, attention. Oui. Le bon, le vrai. Le vrai. Et puis, on finit avec le comté. Pour moi, le comté, j'aime bien parce que c'est un fromage addictif. Parce que dès que vous dégustez un peu de comté, vous avez envie d'en reprendre un morceau. Parce qu'il est tellement agréable, il est tout en douceur. Je parle d'un comté jeune de nouveau. Après, quand j'ai des comtés qui arrivent à 30 mois d'affinage, on a beaucoup plus de caractère et c'est différent. Donc ça, au petit déjeuner, avec un bon morceau de pain, une baguette un peu croustillante, ça devrait pas mal aller. N'oubliez pas qu'au petit déjeuner, souvent, on boit du café avec ça. C'est vrai. Et le café, le fromage, ça va ? C'est pas idéal. Mais qu'est-ce que vous prenez avec un bon fromage comme vous venez de nous présenter? Qu'est-ce qu'on boit le matin au petit déjeuner, hein? Moi, je bois du café, mais si on doit être puriste, on pourrait plutôt sur un thé un petit peu parfumé ou des choses comme ça, quoi, parce que le café, c'est pas... Mais c'est un peu un réflexe, on se lève le matin, un petit bout de fromage, et puis une tasse de café, ça va bien. Il n'y a pas d'heure pour manger du fromage? Non. Non, ça c'est important aussi de le rappeler. Alors effectivement, vous l'avez dit, hein, enfin quoique les goûts et les couleurs, hein, mais éviter quelque chose de trop corsé. Un bleu, par exemple, c'est plus compliqué le matin, peut-être. Le matin, non, il ne faut pas se creuser la tête le matin. Il faut déjà se réveiller un petit peu, tranquillement, on va aller par étapes un peu. En tout cas, ça sent très très bon. Hein. Et je vous remercie pour cet exposé parce qu'effectivement, ça nous met l'eau à la bouche. C'est important parce que quand on parle du Valais, on parle du fromage, mais on parle aussi du vin et les accords entre le fromage et le vin, ça aussi c'est important. Avec une bonne raclette, alors je sais, vous allez me dire du fondant. C'est ça? Une bonne raclette, pas forcément? Oui, fondant, mais dès que la raclette aura un peu plus de caractère, on peut prendre des cépages blancs avec un peu plus de caractère. On peut mettre jusqu'à la petite Arvine, un chardonnay. Non, on peut monter un petit peu en grade, mais on reste toujours dans le blanc. Voilà. C'est aussi un peu ma croisade. Le vin rouge ne va pas bien avec le fromage, il ne s'accorde pas bien. Alors ça, c'est très bien parce que c'est un sujet que je voulais évoquer avec vous. Hein. Il y a ce mythe où, quand on a fini un bon repas, on finit par un fromage et souvent on rouvre une bouteille de rouge et c'est pas forcément très juste. Hein. On ferait mieux de boire du blanc parce que ça permet de rincer déjà, comme on dit. Mais surtout, le blanc va mieux avec le fromage. C'est ce que vous êtes en train de dire, hein, c'est ça? Alors, à la base, le blanc va mieux. Le problème qu'il y a, c'est qu'on se trouve en fin de repas où on vient de boire du rouge. Bouteille, elle n'est pas finie. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à boire du rouge. Mais dès qu'on fait vraiment une dégustation comparative, qu'on essaie de réfléchir un petit peu à la dégustation, le rouge et le fromage ne s'accordent pas. C'est à cause des tanins.
Et plus il y a de tanins, moins le mariage est bon et plus ce mariage-là, ça va pas. Ça va pas, l'un démolit l'autre. C'est ça, ouais. On arrive sur quelques rouges beaucoup plus âgés où les tanins s'effacent un petit peu. Mais il y a tellement, surtout en Suisse, on a tellement de cépages blancs différents. Et c'est là qu'on peut vraiment faire des dégustations et tout ça. Si je devais choisir un seul blanc qui s'accorde parfaitement avec un plateau de fromage où il y a plusieurs sortes, je dirais que c'est l'Aïda. C'est le païen Valais. À cause de son acidité. Il y a un bon taux d'acidité qui permet de bien accorder le vin et le fromage. C'est intéressant. Donc un vin un peu plus acide permettra de faire ressortir les saveurs du fromage. Donc ça s'accorde mieux. Hein, c'est ce que ça s'accorde mieux. Puis des fois, en dégustant, le vin est mis en valeur et le fromage aussi. Donc c'est gagné, quoi. C'est gagné. Voilà. Merci en tous les cas, M. Luisier, d'être venu nous parler si bien du fromage, qui est votre passion, hein, on l'a bien compris. La suite, c'est quoi? Alors, vous avez sorti ce livre, je le rappelle. Il y a d'autres choses qui sont prévues. Alors, les réseaux sociaux, vous continuez à être très actifs, évidemment. On va continuer à vous suivre de plus en plus. Ce livre, est-ce qu'il y a d'autres projets dont on peut parler? Votre fils qui va prendre le relais il a déjà pris. C'est lui le patron. Hein. C'est lui le patron. Plus rien à dire dans l'entreprise. On lui fait un petit coucou. Michel. Voilà. Et pour vous alors? Mais j'aimerais un peu lever le pied. Hein. J'approche des 70 ans. Et il faudrait encore quand même que... je fais beaucoup de sport. Hein. C'est ça qui me plaît aussi. Donc les voyages pour découvrir le fromage, les vidéos, un peu de sport entre deux, ça va pas mal. Vous avez l'air en pleine forme. Le fromage, c'est ce qui vous a maintenu aussi en forme comme ça? Le sport et le fromage? Le sport surtout. Toute ma vie, j'en ai fait sans être un fou de sport, mais régulièrement, que ce soit tennis, que ce soit VTT, que ce soit course de pot de phoque ou des choses comme ça. Et dans toute ma carrière, c'est ça qui m'a aidé. Ça m'a donné un bon équilibre entre le travail et le reste. Vous n'arrêtez pas, hein, vous êtes tout taquet tout le temps. Hein. Impressionnant. Impressionnant. Des fois, je suis impressionné. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai une photographe et une styliste culinaire qui est venue de Larousse depuis Paris. Je les ai pris au train à Martigny et pendant une semaine, je ne les ai pas lâchés. Ils sont repartis à Paris épuisés. Ils m'ont dit, vous, on ne vous suit plus. Et bien justement, la fromagerie Secret d'affineur Claude Luisier aux éditions Larousse, ça, il faut vous le procurer. Hein, si vous aimez le fromage, si vous aimez tout ce qu'on peut faire avec le fromage, puisqu'il y a des recettes. Vous y avez mis tout votre cœur dans ce bouquin. Il y a des très très belles images, de très très belles photos. On vous invite bien sûr à vous le procurer. Et puis évidemment, vous suivez M. Luisier sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok. Je vous souhaite une belle année 2024. Vraiment. Et puis on se dit à bientôt, M. Luisier. D'accord. Balance ton sport, le MAG. Le 2 septembre 2021, notre invité de Balance ton sport, le MAG de ce matin, a été nommé à la direction générale du Lausanne Hockey Club avec pour mission mettre le LHC dans le cœur des Vaudois et faire revenir massivement le public à la Vaudoise Arena. 2 ans et demi plus tard, on fait le point avec lui ce matin sur la trajectoire que prend le club lausannois. Actuellement 4e de National League, le club semble offrir un regain d'enthousiasme à tous ses fans et on en parle ce matin. Bonjour Chris Wolf. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin pour parler, Léo de Garrigue, ok, et pour parler bien sûr du LHC. Oui messieurs, mis à part Davos qui vous affronterez d'ailleurs demain, le LHC est le seul club de National League qui n'a pas joué ce week-end. Est-ce que ça vous fait du bien Chris Wolf de pouvoir respirer un peu de temps en temps ? Alors non, parce que comme tous les supporters, je suis impatient, comme tout le staff, de retrouver l'équipe, parce que ça nous manque. C'est sympa les pauses, mais au bout d'un moment, on a envie de les revoir sur la glace, d'autant plus qu'en ce moment, on vit une très bonne période grâce à eux. Sur un week-end classique où il y a un match le vendredi, un match le samedi, vous assistez à tous les matchs du LHC ou vous essayez de vous déplacer ou c'est compliqué ? Tous les matchs qui ont lieu à la Vaudoise Arena, évidemment, et puis à l'extérieur, j'en fais quelques-uns, mais c'est vrai que j'essaye d'aller un peu dans les nouvelles patinoires et à la rencontre aussi des dirigeants pour marquer un petit peu notre solidarité entre les clubs. Et puis, c'est clair que quand je me déplace à Genève, c'est un moment un petit peu particulier parce que on connaît notre inamitié pour Genève sur la glace à 19h45, mais par contre, je respecte toujours les dirigeants, puis j'entretiens des très bons rapports avec tous.
Magnifique. Le 2 septembre 2021, le LHC communiquait votre nomination au poste de directeur général du club. Vous êtes un pilier de ce club depuis 20 ans, vous êtes passé par la direction commerciale. C'est un sacré accomplissement pour vous de devenir le grand patron du LHC. Oui, c'était une marque de confiance de la part de l'actionnaire. Et puis pour moi, c'était une suite un peu logique puisque j'avais travaillé un petit peu dans tous les domaines dans le club, sauf le sport. Et c'est un club auquel je suis très attaché. Et surtout, je pense qu'il y a encore de belles choses à accomplir. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté ce poste dans des conditions qui étaient difficiles à l'époque, mais qui sont devenues normales depuis janvier 2023. Dans le communiqué qui annonçait votre nomination, vous disiez « Ma mission première est de faire revenir massivement le public à la Vaudoise Arena et de mettre le LHC dans le cœur de tous les Vaudois. » 2 ans et demi après, quel bilan vous tirez de cette annonce ? Je pense qu'on est en train d'y arriver avec des meilleurs résultats et surtout avec une attitude qui a changé. Elle a changé dans le vestiaire, elle a changé sur la glace. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, les choses se mettent en place. On redevient une organisation normale qui accomplit son travail au quotidien avec force, avec détermination, puis surtout avec du plaisir, avec du respect. Et on a pu reconstruire ce club avec le pilier que sont ses valeurs. Et puis les valeurs, c'est pas tout de les noter sur un mur ou bien les communiquer via un PowerPoint. Il faut les adapter tous les jours, il faut les faire comprendre, il faut que le public sache ce que l'on veut, qu'on communique ça aussi et puis qu'on soit très clair aussi avec les collaborateurs. Le club est un club populaire, c'est un club centenaire et voilà, on est tous des ambassadeurs du LHC et puis on n'a pas le droit à l'erreur, on doit pas se tromper quand on a des responsabilités comme celle-ci. C'est une chance et beaucoup nous envient. Redevenir normal, ça veut dire qu'avant, c'était quoi le souci? Qu'est-ce qui était anormal avant vous? On a été très arrogant, on a été sûr de nous, on a beaucoup parlé des titres qu'on allait gagner alors qu'on n'était même pas capable de déployer une organisation normale. Et puis on s'est distancé aussi du public, on a fait beaucoup de choses pour les partenaires, un peu moins pour le grand public. Puis maintenant on a remis vraiment, comme je l'ai dit avant, les valeurs telles que l'humilité, le respect, l'engagement, la loyauté, qui sont fondamentales. Et encore une fois, pour un club de sport, quand tu formes aussi 400 jeunes hockeyeurs et puis que tu leur enseignes ces valeurs-là, tu dois juste toi te comporter en exemple. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. C'est difficile, on n'y arrive pas tous les jours non plus, mais en tout cas on s'y applique, tous les employés s'y appliquent et actuellement il y a une superbe dynamique qui va dans ce sens-là. Dans le podcast Raw Knuckles, l'ancien dirigeant du LHC, Petr Svoboda, a déclaré récemment à propos des supporters suisses « Ils n'ont pas été suffisamment patients car ils pensent qu'ils sont meilleurs que n'importe quel autre pays au monde ». Qu'est-ce que ça vous évoque, cette déclaration ? Alors, de sa part, surtout rien, parce que on a arrêté de commenter ce qu'il disait et d'en parler surtout. Mais je crois que c'est assez révélateur de critiquer les supporters quand on est à 10 000 km. Nos fans sont incroyables parce qu'ils ont soutenu le club toujours, malgré les relégations, malgré les changements d'actionnaires, les changements de patinoire. Il y a eu beaucoup de turbulences et je crois qu'ils sont patients, ils sont passionnés et je crois que ça c'est un gros point positif pour nous d'avoir dans les tribunes des gens qui aiment le jeu. Qui ne sont pas là pour le spectacle, mais oui, certains, mais la plupart connaissent le jeu, connaissent le hockey, sont des amoureux de ce sport. Et puis, alors, voilà, quand tu vis une passion, puis que ton club est promu, relégué, c'est difficile, ça fatigue aussi. Les 3 changements de patinoire, c'était pas simple, parce qu'on a cassé des repères, on a cassé des lignes, et beaucoup d'amitié avec des gens qui ont arrêté de venir nous soutenir. Puis on essaie de recréer maintenant tout ça dans une ambiance un peu plus familiale et respectueuse.
Et voilà, l'avenir nous dira si on est dans le bon chemin. Mais en tout cas, sur la méthode aujourd'hui, sur les résultats et sur l'attitude, moi, ça me fait plaisir de voir cette équipe jouer. Et puis surtout d'avoir ces 5 Lausannois qui ont intégré l'équipe, qui jouent, qui sont les titulaires, que les gens maintenant reconnaissent, apprécient. Et voilà, on est en train de se forger une identité et ça fait plaisir. On développera cette identité dans quelques instants, mais d'abord votre poste de CEO, directeur général, c'est des notions qui sont un peu floues en théorie, qui sont assez théoriques. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu de matière sur votre quotidien? C'est quoi votre mission au quotidien? Elle ressemble à quoi vos journées? Alors, celle d'un chef d'orchestre qui a l'immense privilège d'avoir avec lui des musiciens fantastiques. Certains s'occupent de la restauration, d'autres du sport, d'autres sont dans l'éducation avec les juniors, certains organisent des événements comme le Cirque du Soleil. Et ça, c'est génial. C'est un privilège pour moi que de travailler avec cette équipe. Mais ils suivent bien la partition? Ils suivent bien la partition. Ils suivent bien la partition. et aussi, ils proposent... on a un management participatif et puis je pense qu'aujourd'hui avec ce qu'on a vécu, on dit toujours que tout ce qui ne tue pas rend plus fort, et ça en est l'illustration même. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG ce matin avec le patron du LHC. Nous recevons Chris Wolf sur le plateau. Merci d'être avec nous, ça va toujours? Très bien. Il va bien ce maillot? Oui, il est magnifique. Pas mal, hein? Magnifique. Bon, faut pas que j'aille sur la glace, parce que là, c'est la catastrophe. Faudrait essayer. Je vais aller dans les supporters. Ce que je fais régulièrement d'ailleurs, soit dit en passant. Bien, merci d'être avec nous, Chris Wolf. Léo de Garrigue, on parle sport, on parle hockey, on parle du LHC évidemment ce matin. Oui, et au moment où on se parle, le Lausanne HC pointe à la 4e place du classement de National League. On parle peu du LHC cette saison, mais c'est plutôt bon signe, on a l'impression. Est-ce que vous êtes surpris, Chris Wolf, du bon début de saison de votre club? Alors c'est un petit peu mieux que ce que je pensais, donc on est évidemment heureux et satisfait de ça, mais comme on est dans une reconstruction, on pensait peut-être pas arriver aussi vite à cette place-là, mais après on sait que c'est volatile, hein. Je veux dire, ceux qui nous suivent sont derrière nous à quelques unités, et puis on sait aussi que la saison régulière, ce n'est pas le même championnat que les playoffs auxquels on aspire à participer, mais c'est clair que tout le monde est déterminé maintenant et puis que tout le monde va se battre pour essayer d'accrocher cette 4e place qui serait synonyme de démarrer les playoffs à la maison. Mais voilà, il reste encore des matchs à jouer. C'est pas pour demain, il faut rester concentré sur cet objectif, mais voilà, on a un staff de coach qui est super, qui fait un excellent travail, donc on est content. Et comment est-ce que vous expliquez la constance que vous trouvez? Vous avez eu tant de mal à trouver cette constance-là. Cette année, il y a de la régularité dans les résultats. Oui, parce qu'il y a du calme dans la maison, parce que, encore une fois, les différents managers peuvent travailler en confiance et on ne s'initie pas dans des choix ou dans des décisions dans la cuisine ou dans le vestiaire. C'est le boulot des gens qui sont les spécialistes. C'était le cas avant, beaucoup trop. Et ce n'est plus le cas maintenant. Notre directeur sportif laisse travailler ses coachs, et puis moi je laisse travailler aussi notre directeur sportif, parce que je n'ai pas à lui imposer des choix de joueurs ou des décisions de line-up. Je suis avec lui sur les questions budgétaires, mais par contre sur les choix sportifs, évidemment, c'est à eux que ça appartient. Et l'un des symboles de ce renouveau à Lausanne, c'est le recrutement par exemple de Théo Rochette qui a fait ses classes chez les juniors du LHC, puis s'est exilé au Québec avant de revenir à Lausanne l'été dernier. Il incarne le LHC plus local que vous voulez mettre en place? Oui, lui, Kevin Pache, Aurélien Marty, Igor Jalovac, Bougro aussi, c'est tous les locaux, c'est tous les jeunes qui ont joué au LHC quand ils étaient gamins. Et puis après, ils ont soit rejoint d'autres clubs, ou alors comme Rochette en Amérique du Nord. C'est le cas aussi maintenant du fils de Christophe Baluet, qui est en Amérique du Nord et qui suit un tout petit peu le même chemin que Kevin Pache. Donc tout ça est de bon augure, tout ça est bon, et moi ça me ravit de voir qu'on a des Lausannois maintenant dans l'équipe et qu'on peut créer une identité autour d'eux. Je vous propose d'aller au contact de vos supporters, de ceux qui suivent le LHC depuis longtemps. C'est le cas de Katia, une fan de la première heure qui a bien connu la patinoire de Malais et qui a une petite question pour vous. On l'écoute. Je suis le LHC depuis que je suis très petite. J'ai toujours aimé aller voir les matchs de hockey à Lausanne.
Et puis j'ai des très bons souvenirs dans la vieille patinoire et aussi dans la nouvelle. Par exemple, dans la nouvelle, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est quand il y a beaucoup de monde à la patinoire et qu'on commence à chanter le chant aux armes dans le COP et qu'il y a la réponse de l'autre côté en face. Ça me rappelle justement l'ancienne patinoire où il y avait les deux opposés où les gens étaient debout. Et puis, en petite question, c'est vraiment chouette cette année de voir Pache dans les Gaules parce que c'est un jeune de Lausanne qui a été formé à Lausanne. Et est-ce que dans l'avenir, l'idée c'est de faire venir plus de jeunes de Lausanne dans la première équipe? Votre réponse à cette question de Katia? Oui, bien sûr. Maintenant, on ne va pas non plus en faire... on doit rester sage. Et puis, encore une fois, c'est la performance du joueur qui doit dire si il est recruté et à quelle position, à quelle place il occupera, et pas du fait qu'il soit absolument lausannois. Maintenant, à position égale, bien sûr, on va privilégier le retour d'un enfant du pays, c'est clair. Mais ça ne doit pas être une obsession non plus. Pour continuer dans la voie des possibles recrutements à l'avenir, il y a un quotidien suédois, Expressen, dont les informations sont bien souvent fiables, qui a annoncé la semaine dernière que les Finlandais Ati Oksanen, Janne Kouaken et Lauri Pajuniemi joueront au LHC la saison prochaine. Est-ce que ce matin, vous pouvez nous confirmer ces informations ou pas? Alors, ce que je peux vous confirmer, c'est que je suis rassuré sur la capacité qu'a notre staff maintenant de faire des analyses. Est-ce qu'il faut garder tel ou tel joueur? Est-ce qu'il faut faire venir tel ou tel joueur? Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été des fois fait d'une manière un tout petit peu express ou voire même bâclée. Et maintenant, quand je vois le travail et les analyses qui sont produites par le coaching staff pour faire ce travail-là, je suis pleinement rassuré. Ça ne répond pas du tout à votre question, mais comme vous allez y répondre dans un second temps. Je ne vais pas me prononcer sur quelque chose alors qu'on est en train de jouer des matchs et puis qu'on doit se concentrer là-dessus. Mais vraiment, c'est sincère ce que je dis. Maintenant, blague à part, je trouve que dans son nouvel habit, John Foust fait un remarquable travail et puis que tout autour de lui, il est très bien épaulé, très bien secondé, et je pense que c'est important parce que quand tu recrutes un joueur, il y a, je sais pas, 40 critères complètement différents. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est la chose aussi qui manquait. C'était ce calme, cette sérénité, le fait de pouvoir prendre du recul, d'analyser les choses, et puis pas d'être dans l'émotionnel en se disant « Ah, j'ai vu jouer X, il y a 2 jours, il a fait un match fantastique, on le renouvelle. » Non, c'est pas ça. C'est un petit peu plus fin que ça, un peu plus compliqué que ça aussi. Et il y a quand même eu un petit mail ou un petit coup de téléphone avec les joueurs finlandais en question ou... Non, on en saura plus d'ici quelques mois. Non, mais forcément, quand tu as des contrats qui arrivent à échéance, c'est le boulot de John d'anticiper. Parce que ça va dans les deux sens. C'est pas seulement le LHC qui veut renouveler ou qui doit renouveler, c'est aussi le joueur qui a peut-être déjà signé ailleurs. Donc ça, c'est aussi une situation auquel nous, on doit faire face et on doit être prêt. Bon, tu n'auras pas ton scoop ce matin, il n'y a rien à faire. Balance ton sport, le MAG. Et ce matin, dans Balance ton sport, on parle plus précisément hockey avec le Lausanne Hockey Club et son patron qui est avec nous sur le plateau, Chris Wolf. Merci d'être avec nous, Chris Wolf, ce matin. On continue de parler du LHC, mon cher Léo de Garrigue. Oui, Chris Wolf, quand vous voyez les derniers mois du Servette qui est champion suisse fin avril, en finale de Ligue des Champions bientôt, est-ce que ça vous donne des idées pour le LHC? Ou des envies au moins? Une question, c'est difficile de répondre. Non, écoutez, le fond de ma pensée, il est le suivant. Je me réjouirais toujours si un club roman a du succès, et encore une fois, je l'ai écrit, je l'ai dit, félicitations à eux, ce titre, ils ne l'ont pas volé, ils l'ont mérité, génial. Si maintenant ils gagnent la Champions League, bravo. Il n'en reste pas moins que le 27 février, quand ils vont venir à la Vaudoise Arena à 19h45, on va les battre. C'est clair. Ça reste des Genevois et on est Lausannois et voilà, je ne suis pas supporter du GSHC pour rien au monde. Est-ce que vous avez des objectifs concrets quand même sportivement cette année? Est-ce qu'il y a un seuil où vous serez déçu si vous n'atteignez pas ce seuil-là, ou c'est pas si clair que ça?
Non, mais là aussi, c'est une réponse qui est difficile parce que, encore une fois, en conférence de presse, on l'a dit en fin de saison dernière, en début de saison, l'objectif vraiment, cette année, c'est la reconstruction. Et puis la reconstruction, quand tu es à Lausanne, et puis quand tu as l'équipe que l'on a, tu dois faire au minimum les playoffs. Donc ça, c'était l'objectif, c'était de faire des playoffs. Est-ce qu'on va y arriver? Ça semble bien parti, mais encore une fois, il faut garder la tête sur les épaules et garder ce cap, parce que ce que les joueurs ont réalisé depuis maintenant septembre, c'est magnifique. Alors ce serait bête de tout le gâcher et puis d'arriver sur un patin trop confiant et puis de perdre cet avantage-là que l'on a, et puis de commencer par les play-in qui sont dangereux parce que tu risques de jouer Bienne qui arrive avec le couteau entre les dents, tu risques de jouer Genève aussi qui revient fort. Donc on est concentré et forcément on est des compétiteurs. Donc au bout d'un moment, quand les choses vont bien, tu reprends confiance, tu reprends aussi un tout petit peu d'ambition. Ça, je crois que c'est logique. Donc je dirais, je fais une distinction entre le club qui se reconstruit et puis le vestiaire avec des joueurs qui sont toujours ambitieux, qui veulent gagner tous les matchs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit laisser au coach, c'est de manager cet aspect-là, compétition, et puis d'être prêt tous les soirs pour battre l'adversaire. Puis je pense que on a une équipe, puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a démontré qu'elle pouvait battre n'importe quelle équipe. L'un des axes majeurs de votre boulot, c'est aussi l'exploitation de la Vaudoise Arena. On en parlait avec John Gobi début décembre, qui lui veut développer sa patinoire au-delà du sport du côté de Fribourg. C'est votre cas aussi avec la Vaudoise Arena, parce que je crois qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires de l'événementiel n'a pas une part très importante pour le LHC. Pas encore, parce qu'on a pris beaucoup de retard. La Vaudoise Arena avait quelques problèmes au début lorsque elle a ouvert, avec des contraintes techniques qui aujourd'hui sont en passe d'être résolues, ou pour la plupart sont résolues, mais il reste encore un petit peu de travail. Mais par contre, le Covid nous a freiné aussi, ça fait du mal dans cette industrie du divertissement. Mais depuis janvier 2023, le carnet de commandes était à 0, et puis là maintenant on a eu 10 spectacles, on va en avoir 15, 20, bientôt 30. On termine là maintenant 4 jours avec le Cirque du Soleil, c'était absolument incroyable. 7 représentations, plus de 25 000 spectateurs, c'était génial. Et puis moi je suis toujours en admiration quand je rentre dans la Vaudoise Arena et qu'elle a été convertie d'une patinoire en vraie salle de spectacle avec tout cet environnement noir, les rideaux, les sièges, c'est superbe. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. L'acoustique est très bonne. On y a accueilli encore une fois Gad Elmaleh, Sting, Kendrick Lamar, le Cirque du Soleil. Donc c'est vraiment tous les horizons, et ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. Donc c'est bien. Pour les matchs du LHC, vous disiez que l'intérêt premier pour faire revenir le monde, parce que longtemps la Vaudoise Arena était synonyme de banderole, de protestation. Là le monde revient, l'enthousiasme avec. L'enjeu, c'est des résultats sportifs. C'est tout aussi simple que ça? Oui, c'est les résultats sportifs. Je l'ai dit, redit. Tu peux faire ce que tu veux. On peut crier, on peut faire des plans marketing, on peut faire de la com, on peut faire des relations publiques. En veux-tu, en voilà. Ce qui guide quand même au final, c'est la manière dont on joue. Parce que ça, moi, j'y attache presque plus d'importance que le résultat. Et cette année, je crois qu'on est la deuxième patinoire, le deuxième club qui gagne le plus de matchs à domicile. C'était le contraire. Les premières années à la Vaudoise Arena, c'est pour ça que ça a un peu agacé le public, ça a un peu refroidi tout le monde. Moi, je fais toujours la comparaison avec un décollage un peu raté pour le LHC à la Vaudoise Arena. Puis maintenant, on sent que on a repris les choses en main, et puis maintenant on vole vers une destination qui a l'air d'être assez intéressante. Il faut la gagne. Bien sûr, c'est clair. C'est hyper important. De toute façon, tous les gars, c'est des compétiteurs. Et je crois que aujourd'hui, le travail d'un coach, c'est très spécial. J'entends beaucoup des gens parler de tactique, de technique. Ok, mais la tactique et la technique en hockey sur glace, c'est pas quelque chose qui a évolué. Il y a une fois un Suédois qui avait décidé de mettre 3 arrières et 2 attaquants. Là, tu peux dire que c'est un changement majeur. Mais pour le reste, ça va. Par contre, c'est du management, c'est beaucoup de dialogue avec les joueurs, et c'est une gestion humaine d'un groupe avec
des juniors avec des joueurs un peu plus matures. Il y a des Finlandais, un Autrichien, des Suédois, des Suisses-Allemands, des Vaudois, des Romands. Enfin, voilà, c'est toute cette richesse-là. Puis je crois qu'on a un coach qui fait un boulot incroyable à ce niveau-là, qui est très très bon, qui tient ses joueurs au chaud, même ceux qui jouent pas. Et ça tu le perçois aussi, hein, sur le banc, avec beaucoup de sourires dans nos rangs. On sent le passionné, hein, on sent le discours de celui qui est attentif à tout. Hein. Quand Chris Wolf va regarder un match, il regarde quoi? Il regarde le match, d'accord, mais il regarde aussi tout le reste. Hein. Je suis debout déjà, donc j'arrive pas à m'asseoir. Ouais. Et puis... alors je suis extrêmement superstitieux, donc ouais, dès qu'on gagne 2 matchs de suite, puis que j'ai fait un truc durant ces 2 matchs, je le reproduis sur le 3e. C'est à peu près stupide, mais bon, je suis content. Et puis oui, j'observe tout, je regarde tout, et pour moi, tous les détails comptent avant, et j'attache beaucoup d'importance à rappeler à nos équipes que le diable se cache dans les détails, et il faut soigner l'accueil, soigner la restauration, le contact avec les gens. Et puis, alors je peux pas passer partout et voir tout le monde dans la patinoire, mais je serre à peu près 400 mains par soir. Et puis ça me fait plaisir parce que je vois enfin des regards et puis des sourires de gens qui sont heureux de voir ce qui se passe sur la glace. C'est sympa. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec le hockey sur glace à l'honneur et le LHC plus précisément avec Chris Wolf, son patron, qui est avec nous sur le plateau pour ce dernier tour de table, mon cher Léo de Garrigue. Oui, on va découvrir notre invité au-delà du sport désormais. Chris Wolf, vous nous avez amené un bon paquet d'objets ce matin. Je vous propose d'en choisir un puis de nous expliquer pourquoi vous nous l'avez apporté sur notre plateau. Fusée de Tintin, c'est une acquisition que j'ai faite quand j'avais 20 ans, et puis cette fusée m'accompagne et m'a accompagné à peu près partout, et c'est un peu mon porte-bonheur. Alors c'est vrai que j'aime bien l'univers de Tintin, je suis pas un fan, mais par contre cette fusée a toujours un peu symbolisé le fait qu'il faille toujours aller de l'avant, et puis ne pas trop regarder derrière, ne pas trop se retourner, ne pas trop entendre des choses malsaines ou des fois une critique qui te fait pas avancer, mais par contre aller de l'avant avec des gens positifs autour de toi, qui aiment la vie et puis qui veulent arriver à un but, qui veulent arriver à un objectif. Ouais, on peut aller dans la Lune avec on peut être dans la Lune avec cette fusée. Oui, on a le droit d'aller dans la Lune, bien sûr, et il est fortement recommandé d'ailleurs de rester de temps en temps dans la Lune, ça fait du bien. Pour préparer cette interview, je vous ai demandé votre chanson favorite et vous avez choisi Life on Mars de David Bowie, paru en 71. Elle vous évoque quoi cette chanson? Déjà, c'est mon artiste préféré. C'est quelqu'un que j'adore parce que, encore une fois, il représente tout. La créativité, c'est aussi quelqu'un qui a démarré de rien, de nulle part, et puis il s'est forgé, il s'est fait une réputation. Il habitait Lausanne. Il habitait Lausanne, effectivement. Et puis j'adore, j'ai revu, parce que je suis abonné évidemment à tous les fils Instagram des fans de Bowie. Et puis récemment, il y avait un petit statement où il était très sérieux, puis on lui disait est-ce que c'est bien d'être marié avec un top modèle? Il a regardé la caméra, puis il dit ouais, c'est très bien. Je vous ai également demandé votre film favori. Parce qu'elle était superbe. C'était vraiment une très belle femme. Votre film favori, c'est Usual Suspect, un film de Bryan Singer sorti en 95. Pourquoi ce choix? Parce que le scénario est bluffant, captivant. C'était vraiment un des premiers films où tu te fais une idée sur la fin, puis à la fin t'es cueilli par le réalisateur qui t'a absolument berné dans tous les coins, et j'ai trouvé ce film top. Et puis maintenant, c'est plus tellement une surprise parce que les scénarios sont devenus tellement pointus et fins. Le dernier avec Julia Roberts, je sais pas si vous l'avez vu, avec cette famille qui sur Airbnb loue une maison, je le recommande à tout le monde. Là aussi la fin est assez intéressante, mais c'est un exercice difficile parce que et pour Life on Mars et pour Usual Suspect, c'était délicat de se focaliser sur un titre ou un film. J'en aime tellement. Magnifique, merci Chris Wolf. Je vous propose de terminer cet entretien par une tradition qu'on a chez nous, la rafale de questions. 1 minute de questions assez courtes. Je vous propose de donner des réponses à peu près aussi courtes, comme ça on en fait un maximum. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui. Attention, rien ne va plus. Votre pronostic pour Lausanne-Davos demain soir? 3-1. Vous êtes un passionné de médias, vous suivez M le Média tous les matins? Pas tous les matins. Votre plus grande qualité? L'écoute. Une chose qui manque au LHC pour être leader de National League? Encore 2 ans. Un adversaire qui vous empêche de dormir quand vous savez que vous l'affrontez bientôt? Personne. Le dernier film que vous avez vu au cinéma? Star Wars. Petit quiz, le nombre de points du LHC après 39 matchs joués? Ah là là. Et voilà, tu vois, c'est la preuve que je ne regarde pas le classement, mais la manière. 68. Un sport qui vous passionne en dehors du hockey? Le Bayern de Munich. Un conseil pour motiver un Lausannois à venir voir jouer le LHC? La passion est de retour. Un endroit sous-coté en Suisse? Un endroit sous-coté, la vallée de Joux. Et pour conclure, le trio de joueurs finlandais, il va signer à Lausanne en vrai? On espère que tous les meilleurs Finlandais signeront un jour à Lausanne. Merci beaucoup Chris Wolf. Le prochain match du Lausanne Hockey Club, c'est demain 19h45 à la Vaudoise Arena et ce sera contre Davos. Merci Chris Wolf. Merci à vous pour l'invitation. Oui, et puis on peut souhaiter jusqu'à fin du mois de janvier, on peut souhaiter une bonne année 2024. Merci. Et on se dit à très bientôt. Mais à vous aussi. Merci. Tous mes vœux. Merci. Beaucoup, tous nos vœux aussi.